Les meilleurs combattants du monde sont à l'UFC. C'est une réalité depuis un bout de temps maintenant, et même si certains talents ont déjà échappé aux griffes de Dana White, c'est une phrase qui souffre de si peu d'exceptions que personne ne vous contredira si vous la prononcez. Même si la quasi-totalité des meilleurs combattants de chaque catégorie de poids ont au moins concouru une fois à l'UFC, il reste un groupe d'irréductibles athlètes qui ont résisté et résistent toujours à la tentation de rejoindre la plus grande promotion du monde. Pour cette liste, j'ai fait le choix conscient de ne pas inclure certains combattants actuels que je pense assez jeunes pour aller à l'UFC et y faire un bout de chemin. Cela a pour conséquence de ne pas inclure notamment AJ McKee, Yaroslav Amosov, Vadim Nemkov ou encore Johnny Eblen à la liste. Une fois que cela est dit, vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà les 10 meilleurs combattants qui n'ont jamais été à l'UFC. Numéro 10, Mamed Khalidov. Véritable curiosité de cette liste, Mamed Khalidov a combattu la quasi-intégralité de sa carrière en Europe. Visage du KSW, il y combat depuis plus de 15 ans et y a été le champion des lourds légers et le champion des poids moyens. S'il est notamment réputé pour la créativité de son striking, Mamed est également un excellent grappleur et il a accumulé 17 victoires par soumission durant son illustre carrière. Ce qui rend son cas si particulier, c'est qu'en plus d'être l'un des meilleurs combattants à n'avoir jamais été à l'UFC, il est peut-être le meilleur combattant tout court à n'avoir jamais rejoint une promotion internationale. Plusieurs offres sont parvenues jusqu'à lui, en 2012 puis en 2017 lors de la venue de l'UFC en Pologne, mais il l'a refusé par 2 fois. Au début des années 2010, Mamed était l'un des meilleurs poids moyens du monde et même si l'âge commence à se faire sentir, il est toujours capable de grosses performances, comme on l'a vu en juin dernier lorsqu'il a remporté sa trilogie contre Scott Ashcam. À 43 ans, il est remonté à la première place du classement des poids moyens du KSW et il ne paraît pas impossible qu'il combatte pour une ceinture de nouveau dans le futur. Numéro 9, Bibiano Fernandes. Triple champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien, The Flash, comme il est surnommé, a fait une transition parfaite en MMA qu'il a vu régner sur le Japon pendant plus de 10 ans. En 2009, il remporte le Grand Prix des poids plumes du Dream et il devient leur champion inaugural. Mais c'est lorsqu'il rejoint le One Championship en 2012 que Bibiano Fernandes va véritablement écrire sa légende. Il remporte la ceinture des poids coqs de l'organisation qu'il défend 7 fois de suite avant de la céder en 2018. Il se payera même le luxe de la récupérer un an plus tard avant de la défendre une fois supplémentaire. C'est presque dommage qu'il se soit consacré au MMA si tard, au vu de la vitesse avec laquelle il a développé sa lutte et son striking. Son nom circulait pour une potentielle signature à l'UFC lorsque le Dream a fermé ses portes, mais Bibiano souhaitait rester en Asie, un marché dans lequel il était devenu une véritable star. À 42 ans, il combat toujours au One Championship, mais il ne devrait pas trop tarder à prendre sa retraite. Numéro 8, Douglas Lima. Plus que n'importe quel autre combattant dans cette liste, Douglas Lima est extrêmement sous-coté. Le Brésilien est un fidèle du Bellator depuis 2011 et il y combat toujours à ce jour. Il y a remporté la ceinture des poids welter 3 fois, ainsi que 2 tournois et 1 Grand Prix. Douglas est un striker d'élite avec des kicks destructeurs et un crochet du gauche capable de faire des ravages. Avec le temps, il a incorporé un sol de très haut niveau à son jeu pour faire de lui un combattant complet. Son CV inclut des victoires contre certains gros noms comme Paul Daly, Rory McDonald ou encore Michael Page. Il a connu ses heures les plus prolifiques au moment où le monde du MMA n'avait des yeux que pour l'UFC et a connu un relatif anonymat jusqu'à recevoir le respect qu'il mérite un peu rétroactivement. Désormais dans un déclin clair, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir combattre lors de la venue du Bellator à Paris en mai. Douglas est l'un des meilleurs combattants à n'avoir jamais combattu à l'UFC et surtout l'un des plus sous-cotés de la liste. Numéro 7, Paulo Filho. À quel point faut-il être bon pour que les fans se demandent si vous n'êtes pas meilleur qu'Anderson Silva? Ça, c'est l'histoire de Paulo Filho au milieu des années 2000. Le Brésilien est un habitué du Pride où il sera invaincu en 8 apparitions. À sa fermeture, il refuse une offre de l'UFC pour combattre au WEC où il deviendra immédiatement champion en battant Joe Dorexen puis Chael Sonnen. Alors invaincu en 16 combats, tout le monde se demande s'il n'est pas celui qui pourrait mettre fin au règne de l'invincible Anderson Silva. Malheureusement, les deux étaient de bons amis et Paulo aurait refusé le combat à plusieurs reprises. Spécialiste du JJB auquel il a incorporé un pied-point solide couplé à un cardio à toute épreuve, il était l'un des moteurs du sport jusqu'à la fin des années 2000. C'est à ce moment que ses démons vont refaire surface et des problèmes d'addiction aux drogues et aux jeux vont sévèrement impacter sa vie. Il fera plusieurs séjours en centre de désintoxication et ne sera plus jamais le même dans la cage. Un bien triste sort pour un si bon combattant. Mais pour finir cette entrée sur une note un peu plus légère, Paulo Filho a la particularité d'avoir affronté un homme que vous connaissez bien au Pride, Grégory Boucher-Laghem, plus connu sous le nom de Greg MMA. Numéro 6, Sergei Kharitonov. Sergei Kharitonov, c'est un peu Fedor en moins bien. C'est très cruel dit comme ça, mais les similitudes entre les deux hommes sont telles que la comparaison semble difficile à éviter. Comme son compatriote, Sergei n'a jamais combattu à l'UFC, mais il a combattu dans toutes les autres organisations auxquelles vous pouvez songer. Contrairement à Fedor, en revanche, il n'a jamais vraiment décroché de ceinture majeure. Mais ce qu'il n'a pas en ceinture, il l'a compensé en victoire significative. Il a battu Pedro Rizzo, Fabricio Verdum, Alistair Overeem ou encore Andrei Arlovski pour ne citer que. Et il ne l'a pas fait dans un obscur Bellator des années 2020, mais bien dans la rugueuse époque du Pride des années 2000. Sergei n'a peut-être pas les ceintures pour le prouver, mais il était l'un des meilleurs poids lourds des années 2000. Pour résumer son style en quelques mots, Sergei a une patate forgée dans sa Russie natale et il pratique l'extinction de cerveau plus que le MMA.
En s'entraînant avec Fedor, il a aussi développé son sol qui, même s'il n'a jamais été très décisif, lui a tout de même permis de récolter quelques victoires. Il combat toujours à ce jour, notamment sur la scène régionale russe, et pour la petite histoire, il a affronté et battu Jérôme Le Banner en kickboxing en 2013 à Tokyo. Numéro 5, Igor Vovchanchin. Puisqu'on est dans les gros cogneurs, autant parler d'Igor Vovchanchin. L'Ukrainien est une légende des heures sombres du MMA. Pour vous dire, il a combattu dès la 4e édition du Pride et c'était déjà son 34e combat professionnel. De 1995 à 2000, Igor a combattu 50 fois et il n'a connu la défaite qu'à 3 reprises. Kickboxer exceptionnel, il a très rapidement inclus de la lutte et un très bon sol à son arsenal. L'UFC aime rappeler sans cesse que Maurice Smith et Bas Rutten étaient les piliers de l'implantation du striking en MMA, mais Igor ne doit pas être éclipsé de l'histoire. En 2000, il est allé jusqu'en finale du Grand Prix du Pride après avoir battu le légendaire Kazushi Sakuraba. Il ne combattra professionnellement en MMA que 10 ans presque jour pour jour, mais il a amassé 56 victoires dont 18 au Pride, et il a notamment des succès contre des gros noms comme Mark Kerr, Sakuraba, Gary Goodridge ou Gilbert Yvel, un pionnier parmi les pionniers qui n'est jamais mentionné mais qui a marqué son temps. Il aurait pu combattre au sein de l'UFC car il avait reçu une invitation pour participer au tournoi de l'UFC 11, mais des problèmes de visa cumulés à une offre financière insuffisante ont coupé court aux discussions. Numéro 4, Ricardo Arona. Je vais me risquer à le dire, mais à son prime, Ricardo Arona était peut-être le meilleur grappleur que le MMA n'avait jamais vu à l'époque. Ce qu'il n'avait pas en striking, la légende du Pride l'a largement compensé avec un sol d'élite. Il faut dire que c'était attendu de la part d'un triple champion de la DCC, mais c'est une chose d'exceller sur le tapis et une autre de réussir à le transposer dans le ring. Il devient champion des poids moyens du Rings avant de faire sa transition au Pride. Même s'il n'a combattu que 19 fois, il a tout de même eu le temps de battre Alistair Overeem, Wanderlei Silva, Sakuraba, Dan Anderson ou encore Guy Mezger. En tout début de sa carrière, il a perdu une décision contre Fedor dont le jugement est un peu généreux. Il a arrêté sa carrière en 2009, à seulement 29 ans et a décliné un contrat du Bellator en 2014 car il n'était pas physiquement prêt à combattre de nouveau. 14 victoires pour 5 défaites n'a rien d'impressionnant sur le papier, mais lorsqu'on se penche un peu plus en détail sur son palmarès, on voit le CV d'un homme qui n'a combattu que les adversaires de très haut niveau. Il aurait même pu devenir champion des poids moyens du Pride, mais il a perdu la revanche contre Wanderlei dans une décision partagée qui aurait clairement pu lui revenir. Avec plus de temps, et s'il avait développé son striking, qui sait ce que Ricardo Arona aurait été capable d'accomplir dans l'octogone de l'UFC. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il avait à peine atteint son prime sportif quand il a pris sa retraite et qu'il avait déjà accroché certains des plus gros noms de l'histoire du sport à son tableau de chasse. Numéro 3, Shinya Aoki. Lorsque Shinya Aoki prendra sa retraite, le MMA dira au revoir à l'un des combattants les plus créatifs de son histoire. Si l'un de vos amis vous martèle qu'il n'aime pas les spécialistes du grappling, montrez-lui des combats d'Aoki et ça devrait suffire à le faire changer d'avis. Il a une longue histoire sur la scène japonaise et a été le champion du Shuto, du Dream et du Pride. Certains pensent qu'à un moment donné, il a été le meilleur poids léger du monde et même si je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, force est de constater qu'il était un combattant d'élite tout au long de sa carrière. Je parle au passé parce que ses meilleures années sont derrière lui, mais même à 40 ans, il reste une des plus grosses stars du MMA asiatique. Véritable magicien du sol, il fait partie des rares compétiteurs à avoir remporté un combat de MMA à l'aide d'une Gogo Plata. À son palmarès, il a des victoires contre Eldi Alvarez, Kaoluno, Kuniyoshi Hironaka, Joachim Hansen ou encore Sakuraba. Shinya est l'un de mes combattants préférés, mais si je suis honnête, il a souvent eu du mal contre les tout meilleurs. On l'a vu lors de ses défaites contre Ayato Sakurai, Gilbert Melendez ou encore Ben Askren. Cependant, son CV et l'impact qu'il a eu sur le sport sont indéniables et il mérite sa place sur le podium. Numéro 2, Patricio Freire. L'UFC a-t-il toujours eu le meilleur poids plume du monde dans son roster ? La question peut sembler absurde au vu des règnes successifs de José Aldo, Conor McGregor, Max Holloway et Alexander Volkanovski, mais il y a un homme qui a nourri le débat tout au long des années 2010, et cet homme, c'est Patricio Freire dit Pitbull. Le triple champion des poids plumes du Bellator a également remporté la ceinture des poids légers de l'organisation en battant Michael Chandler en 1 minute. Alors que le Bellator semble sur le point d'être acheté par le PFL, Pitbull sera sans nul doute considéré comme le plus grand combattant de l'histoire de la promotion. Il a 8 défenses de titre, 35 victoires pour seulement 7 défaites et il combat professionnellement depuis près de 20 ans. Pitbull est dangereux dans tous les compartiments du MMA et il est surtout un combattant extrêmement intelligent avec un instinct que peu peuvent égaler. Les fans veulent le voir à l'UFC depuis longtemps, mais malheureusement cela ne s'est jamais fait. Une vente prochaine du Bellator au PFL pourrait l'amener à renégocier avec l'UFC comme il l'a révélé il y a quelques semaines, mais même s'il est toujours très dangereux, il n'est plus au top de sa forme. Un gros chèque et des combats de gala, c'est tout ce qu'on souhaite à Pitbull qui est le meilleur combattant de l'ère moderne à avoir échappé à Dana White. Je précise de l'ère moderne car évidemment, numéro 1, Fedor Emelianenko. On n'est encore une fois pas sur la surprise du siècle et n'importe quelle autre première place serait tout bonnement fausse. Fedor est le meilleur poids lourd de tous les temps et le seul combattant d'un tel calibre à ne pas avoir signé à l'UFC. Ce n'est pas faute d'avoir essayé en revanche. Dana White et Fedor se sont rencontrés à de multiples reprises, ils ont été plusieurs fois très proches d'un accord mais au final, jamais un contrat n'a été signé entre les deux hommes. Dana a déjà publiquement admis que ne pas avoir signé le russe est le plus gros regret de sa carrière. Il faut dire que Fedor est un monument qui aurait non seulement pu offrir des combats légendaires mais également aider l'UFC à percer le marché asiatique. Car Fedor n'est pas juste un grand combattant.
c'est une icône, et rarement un combattant aura généré l'aura qu'il a généré. La liste des adversaires qu'il a battus est infinie, et si vous voulez plus d'informations sur sa carrière en tant que telle, je vous renvoie vers ma vidéo des plus grands poids lourds de l'histoire du MMA. Ce que je veux évoquer en revanche, c'est l'importance qu'a eu sa non-signature à l'UFC. À l'heure où l'Asie s'est détournée du MMA et où toutes les stars faisaient le trajet outre-Atlantique, Fedor a permis à maintenir un semblant de compétition à l'UFC et a participé à l'émergence de plusieurs promotions. Certes, l'UFC a inévitablement écrasé sa compétition et a racheté presque tous les combattants qui avaient un semblant de valeur commerciale, mais Fedor s'est tenu comme le dernier rempart pendant longtemps et je trouve qu'il y a une certaine poésie derrière ça. Voilà la liste, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez d'autres combattants qui vous viennent en tête ? J'ai pas été plongé tant que ça dans les heures sombres, très très sombres du MMA. J'ai occulté quelques personnes, je sais, mais je l'ai un peu fait consciemment par moment, et ceux actuels qui sont jeunes, je les ai occultés aussi comme je dit dans l'intro. Mais voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, liker, commenter comme d'hab, et je vous lis avec plaisir. Comme vous voyez, on discute dans les commentaires à chaque fois et ça fait toujours plaisir. Donc on se reparle bientôt, salut les gars.